de vous retrouver souriant aussi en cette nouvelle année. Merci. C'est pour moi un plaisir de me retrouver sur ce plateau et je profite, avant de rentrer dans le vif du sujet, de cette occasion pour présenter à tout le personnel de Radio Victoire FM mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de paix. Nous voeux réciproques à vous également. Alors, merci également pour la disponibilité dès lors que nous vous faisons appel et vous montrez disposé, disponible. Merci également pour cette collaboration et que cela se poursuive encore tout au long de cette nouvelle année. Amen. Voilà. Alors, Monsieur Jerry Tama, avant de parler de votre formation politique, le Togo pleure un homme d'État, un homme de Dieu que nous tous nous connaissons, Monseigneur Kpodjo. Il n'est plus. Alors, comment avez-vous connu l'homme et quel souvenir gardez-vous encore de lui? Vous savez, moi je suis né en 1975, j'avais 16 ans en 91, et donc j'avais le pouvoir de la raison, je regardais la télévision avec la Conférence nationale souveraine. J'ai toujours une culture politique très tôt. En 91, j'étais déjà engagé dans une formation politique. Et donc, du coup, le grand souvenir que j'ai de Monseigneur Kpodjo, c'est étant à la chaire de la Conférence nationale souveraine, dirigeant les débats avec pugnacité, humour, et puis avec une grande ténacité. C'est à ce moment-là que s'est révélé l'homme. Et j'étais complètement fasciné par ce personnage-là qui était un religieux. On a l'habitude de voir les religieux dans une sorte de neutralité sacerdotale, et me voir quelqu'un qui dirigeait avec beaucoup d'emphase une conférence nationale inédite. Je garderai toujours un souvenir de cette phase-là de sa vie, parce que c'est nous découvrir la vie, on découvrait quelqu'un qui était particulièrement brillant, et il a gardé donc cette culture-là. Aujourd'hui, nous le pleurons, je le pleure, le maître le pleure. Je pense que nous, au niveau du parti, nous ferons sortir aussi un communiqué pour rendre hommage à cet immense personnage qui aurait marqué toute une génération. Quoi qu'on dise, quel que soit le bord politique dans lequel on est, on ne peut pas rester indifférent par rapport à ces disparitions. Nous on le pleure réellement. Mais aussi, au même moment, vous savez, en Afrique, à partir d'un certain âge, la mort est une libération, une sanctification. Je pense que l'âge auquel Monseigneur nous quitte est une sanctification. Quand on atteint les 90 ans, tout ce qu'on peut demander au Seigneur. Ça, c'est le 4e âge. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui, je crois que nous devons profiter de ce qu'il laisse comme héritage. En termes d'engagement, de conviction, on peut ne pas être d'accord avec lui sur certains sujets, mais il avait ses convictions. Et quand il les avait, il les tenait. Peut-être le message que ce personnage nous laisse en quittant la terre, c'est que quand vous avez des convictions, ayez le courage de ces convictions, quelle que soit l'opposition que vous avez en face de vous, ayez le courage de ces convictions et tenez jusqu'au bout. Et il a tenu jusqu'au bout. Il a tenu jusqu'au bout, il avait des convictions, il les a pas lâchées un seul moment, jusqu'à aller se retrouver dans des conditions assez difficiles. Et justement, voilà que Monseigneur Kpodjo est rappelé à Dieu, il nous quitte, mais très très loin de sa famille, très loin de sa terre natale. Non, pour moi, la question ne se pose pas quand une personne de cette dimension nous quitte loin de sa terre natale. Monseigneur Kpodjo mérite des funérailles nationaux. Donc pour moi, c'est qu'il faut prendre les dispositions au niveau du gouvernement et peut-être au niveau de la conférence des évêques pour qu'il revienne, que ça depuis revienne au Togo, pour que nous tous on puisse lui rendre hommage. Je le dis encore, quel que soit le bord politique que nous avons, quel que soit la différence. Mais il a été un opposant farouche à Fonia Simbe, nous disons, à l'actuel gouvernement. Et avoir des opinions différentes, le parti au pouvoir ne fait pas de nous, moins un Togolais. Et je pense que pour la paix dans le pays, pour le développement dans le pays, il est nécessaire d'avoir des opinions divergentes. On le dit en Afrique, on dit personne ne danse en s'appréciant. Il y a toujours besoin que quelqu'un ait un œil différent. Aujourd'hui, je fais partie de ceux qui critiquent énormément et régulièrement le parti au pouvoir, mais je ne suis pas un ennemi de notre pays. Donc, je crois que si nous avons accepté la démocratie, c'est accepter cette nécessité. Je ne parle même pas de capacité, cette nécessité qu'il y ait des voix discordantes. Parce que quand on est opposant au parti au pouvoir,
c'est accepter le principe que demain, le parti au pouvoir peut ne plus être au pouvoir, il peut être opposant. C'est pour ça qu'on a une charte de parti politique, c'est pour ça que nous avons des textes qui protègent les gens qui ont des opinions divergentes. Donc je ne crois pas que le fait qu'ils se soient opposés au parti au pouvoir soit un argument qui empêcherait qu'on lui fasse des funérailles nationales. Je pense que il faut... Oui, mais si j'ai posé la question, c'est que peut-être d'aucuns l'avaient exigé, avait suggéré cela au gouvernement, qu'il essaie par autorité ramener le vieux prélat quand même au pays avant qu'il ne soit rappelé à Dieu. Mais bon, voilà. Non, moi j'avais même posé cette question, mais il m'avait été répondu que le vieux ne voulait pas rentrer. C'est-à-dire que bon, dans les conditions actuelles, qu'il considérait qu'il y a beaucoup de choses qu'il fallait se faire dans le pays. Vous connaissez par exemple ses positions au lendemain des élections de 2020. Et donc, voilà. Il disait que son candidat ou le candidat qu'il a soutenu, c'est lui qui a plutôt gagné les élections. On peut comprendre que de son vivant, qu'il ait des positions qui ne l'incitent pas à rentrer, mais aujourd'hui qu'il n'est plus là, il devient un héros national et à partir de là, nous devons lui rendre les hommages tels qu'il le mérite par rapport à son parcours extraordinaire. Ah d'accord. Et il a été aussi un homme d'État. Il a dirigé la conférence nationale souveraine, il a également dirigé le Parlement, voilà, le ACR, le Parlement de transition. Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on doit reconnaître qu'il a joué un rôle quand même dans l'implémentation de la démocratie dans notre pays. Il a continué à jouer un rôle au niveau des acteurs politiques. Je rappelle quand même que même en 2020, quand il y avait entre 2019 et 2020, quand il y avait énormément de divergences entre les acteurs politiques, c'est lui seul qui réussissait à réunir tout le monde. Donc pour moi... Pour cette affaire de désignation d'un candidat unique de l'opposition. Pour moi, je ne pense pas que la question se pose. C'est un héritage national. Et il faut lui rendre des hommages nationaux. Et par rapport à ça, il faut prendre les dispositions pour que ça depuis revienne. Il est hors de question que une icône nationale de cette envergure se soit inhumée ailleurs dans un pays étranger et que sa famille, ses proches, toutes les personnes qui l'aimaient ne puissent pas aller plus tard prier sur sa tombe. Comprenez? En tout cas, chose curieuse, c'est que de son vivant et surtout au cours de la campagne présidentielle de 2020, à l'époque, il taclait et attaquait même le chef de l'État qui était aussi candidat en liste, mais le président n'a daigné répondre ni placer un seul mot en guise de réponse à lui de son vivant. Mais parce que ça fait partie du jeu politique. La critique, même elle peut être virulente, n'est que l'expression du débat politique qui est diverse, qui est contradictoire. Donc aujourd'hui, critiquer le parti au pouvoir sur des agissements qui peuvent être vrais ou même pas vrais, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Il y a quelqu'un qui disait que un opposant s'oppose. Voilà, donc pour moi ça ne peut constituer un crime et peut-être justifier le fait que les dispositions ne soient pas prises pour que ça dépôt soit rapatrié, pour que nous tous nous puissions lui rendre hommage. Voilà. Et vivement que vos suggestions soient entendues par les bonnes oreilles et que le vieux prélat, Monseigneur Kodjo, qui est une icône, vous l'avez dit, puisse rentrer au pays et mériter des funérailles de la trempe. Je peux vous faire une confidence, votre chaîne est très suivie. Je suis sûr que beaucoup de personnes nous suivent actuellement et j'espère quand même que ce plaidoirie-là fera l'objet d'une bonne réflexion et d'une exécution qui nous fera ramener notre héros national. Voilà, qui nous fera ramener notre héros national. Alors, Monsieur Jerry Tama, quand est-ce que les élections régionales et législatives et régionales auront lieu? Bien malin celui qui peut vous donner la réponse. C'est la question, je vais dire que c'est le sujet sur lequel il est extrêmement difficile. Aujourd'hui, nous avons un indicatif. Le gouvernement a dit on veut faire des élections maximum plus tard, fin premier trimestre 2024. Oui. Bon. Ça, c'est ce que nous savons. C'est la période indiquée par le gouvernement. Voilà, on a fait des débats au niveau du CPC, on a fait des débats au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quelles sont les étapes? La première étape, c'est que il faut voter une loi organique qui fixe le nombre de députés. Voilà. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Il y a un projet de loi qui est sur votre table. Il y a un projet de loi qui est sur notre table. Déjà en étude ou bien pas encore? Pas encore. Bon, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est difficile d'apprécier parce que il faut d'abord voter cette loi. Maintenant, sur le débat qu'on a eu au sein du CPC, il semblait que c'est uniquement après avoir fixé le nombre de députés que les acteurs politiques vont débattre du découpage électoral. Parce que le découpage électoral, c'est la répartition des sièges
par circonscription électorale. Voilà. Donc, il y a ce débat-là. Aura-t-il lieu, n'aura-t-il pas lieu? J'en sais absolument rien. Mais après avoir voté donc la loi organique sur le nombre de députés, il faut que le gouvernement prenne donc un décret faisant la répartition, c'est ce qu'on appelle le découpage électoral. Sans cette étape-là, on ne peut rien commencer. Nous qui sommes aujourd'hui en tant que président de parti politique, comment vous allez commencer à préparer des candidatures alors que vous ne savez pas combien il y en a par préfecture? Donc pour le moment... Puisque vous devez quand même demander à vos membres ou militants, celui-ci, vous êtes apte à nous représenter à tel ou tel endroit ou dans tel Je prends un exemple très simple. C'est-à-dire que quand vous prenez l'ancienne proposition qu'on avait sur la table, on était 10 députés dans le Grand Lomé. Je rappelle que le Grand Lomé, c'est quasiment un quart de la population togolaise. Si on prend la proposition qui a été faite et qui a été plus ou moins, on va dire, consensuelle ou bien majoritaire, parce que je donnerai mon position tout à l'heure, ben, au fait, on passe à 117 députés. Et si vous avez 117 députés... En fonction du nombre des communes que nous avons dans voilà, ça fait partie d'une des propositions. Donc si vous êtes à 117 députés, vous vous retrouvez avec 13 députés dans le Grand Lomé. Donc entre préparer 10 députés et préparer 13 députés, c'est pas la même chose. Vous comprenez? Donc du coup, aujourd'hui, tant que ce décret-là n'est pas sorti, ben, personne ne peut bouger parce que ben, nous on s'est tous préparés sur 91 députés et puis ben, si vous vous retrouvez avec 117, c'est différent. Donc, tant que cette étape-là n'est pas arrivée, ben, c'est difficile. On ne peut donner ou bien fixer une date à laquelle... Alors que vous savez par exemple, il y a des questions de délai. Autrefois, les délais pour les élections législatives, c'était 35 jours avant la date du scrutin, il fallait déposer les listes. Après, on a fait une révision du code électoral, ou pour les élections régionales, c'est 40 jours. Pour les élections municipales, c'est 45 jours. Il faut harmoniser tout ça. Donc, on réalise... Ce serait probablement une élection couplée. Couplée, non, c'est même pas probablement. Ça, c'est garanti. Dada, c'est élection couplée. La CENI l'a acté. Le gouvernement l'a acté, les acteurs politiques l'ont acté, ça va être couplé. Ça, c'est clair. Donc voilà. Sachant que sur le découpage électoral aujourd'hui, il y a beaucoup d'opposition. Et au niveau du net, votre secrétaire général disait la dernière fois que vous n'êtes pas totalement pour les 117. C'est même pas totalement, nous ne sommes pas pour les 117. Oui, pour vous, est-ce que vous pouvez nous dire en tant que président national du net ce que le nombre de députés que vous voudrez? On reste sur nos 91 pour deux raisons, je ne vais pas aller très loin. La première raison, c'est que quand on fait ce qu'on appelle un benchmark, ok, vous comparez ce qui se passe dans la sous-région. Au Bénin, ils sont 13 millions, ils ont 109 députés. Quand vous faites ce qu'on appelle le ratio population député, vous êtes à peu près à 120 000 personnes pour un député. En Côte d'Ivoire, ils sont 28 millions, ils ont 255 députés. Quand vous faites le ratio, vous vous retrouvez à 108 000 députés. 108 000 habitants pour un député. Au Togo, avec les 91, à 91, nous sommes à 88 000 habitants pour un député. Ça veut dire que nous sommes même encore très bas. Si vous descendez à 117, vous vous retrouvez à 64 000 habitants pour un député. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est tout. C'est pas parce que je suis député, mais je ne vois pas quel est l'intérêt aujourd'hui d'augmenter. Est-ce qu'on aura plus de débats? Est-ce qu'on aura plus de production parlementaire? Je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Donc ça, c'est les deux raisons fondamentales. Pour moi, je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment d'autres... Je suis en train de sortir de 5 ans de débats parlementaires. Il y a énormément de choses que les députés souhaiteraient. Il y a énormément de... Aujourd'hui, dans tous les pays, chaque député parle par un assistant parlementaire. Nous, on n'a pas ici pour des raisons budgétaires, c'est évident. Il y a énormément de choses qu'on peut améliorer au niveau de l'Assemblée nationale, mais qu'on ne fait pas pour le moment pour des raisons budgétaires. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va se lever pour aller ajouter encore? Finalement, doit-on comprendre que l'idée de 117 députés, c'est une sorte de gâteau où chacun doit avoir sa part? J'en sais rien. Je le dis encore, nous sommes les seuls à avoir fait une proposition de garder le statu quo. Beaucoup de personnes, si on est... Oui, mais en gardant le statu quo tel que vous l'avez proposé, quid maintenant de ces préfectures qui normalement devraient être autonomes en matière de députés? Nous, notre proposition est très simple. D'abord, on parle du fait que chaque préfecture, on n'a plus de regroupement de préfecture, chaque préfecture passe à 2 députés par préfecture. Par exemple, quand vous prenez Ogo-Agné, avec sa population... C'est une vaste préfecture. Voilà, qui est même plus grande. Agné, c'est près de 90 000 habitants, alors que vous prenez la Solis, c'est 34 000, vous voyez. Donc, une belle aberration. Par exemple, comment vous allez vous retrouver avec près de 64 000
et 34 000 plutôt au niveau de la Soli, et vous allez avoir 3 députés là-bas. Alors qu'à Nié ou même la Guinée, qui ont le double de la population, vont se retrouver avec des députés. C'est une belle aberration. Bah, on ne viendra pas par de Lomé, vous imaginez. On prend même la préfecture du Bas-Mounou, bah oui, donc, qui a eu une forte concentration de population aussi. Voilà. Donc du coup, première proposition que nous avons, c'est que toutes les préfectures gagnent leur autonomie et donc ont comme minimum 2 députés. Après, Lomé, c'est un quart de la population. C'est vrai que dans aucun pays, la capitale n'a un nombre de députés proportionnel à sa population, mais je pense que sur notre proposition, on passe à 13 au niveau du Grand Lomé, c'est-à-dire que, bon, en fait... en fonction du nombre de communes que nous avons. Non, pas en fonction du nombre de communes, en fonction de la population. Parce que Lomé, vous savez, vous imaginez, Golfe, c'est 1,3 million. C'est énorme, Golfe. Et Adresse, c'est 800 000. C'est énorme. Donc, nous essayons d'ajuster, mais en restant, d'avoir une plus grande justice, mais en restant toujours dans les 91. Tout simplement. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire que nous avons fait une proposition qui améliore les 91. Donc, ce faisant, si on doit attribuer 2 députés à certaines préfectures qui étaient en naturel bien couplées avec d'autres par le passé, alors d'autres préfectures vont être lésées. On va réduire leur nombre. Non, parce qu'il y a beaucoup de préfectures qui étaient combinées. Par exemple, Lac Bamono, ça n'a pas de sens. Bamono, c'est grand, Lac, c'est grand. Je dis au Gouanier, ça n'a pas de sens. Bon, il y a plein de... Cloto. Donc, on dissocie. Et puis maintenant, on regarde par rapport aux populations. C'est vrai que on aura toujours des gens qui se sont un peu lésés, mais c'est plus juste. Et on ne peut pas continuer à avoir Lomé qui fait un quart de la population, avoir 1/10 de nombre de députés. Mais on ne peut pas non plus avoir Lomé. Finalement, qu'est-ce que le gouvernement a envoyé à l'Assemblée nationale? Bon, du moment ce n'était pas une seule proposition qui était sur la table. Non, c'est ce que je dis que moi j'ai été surpris de voir qu'il y avait quand même certaines consensus, mais après chacun fait son calcul. D'accord. Le consensus était dégagé autour de... Joachim, si je ne suis pas à l'Assemblée nationale et que je suis un parti de l'opposition parlementaire, je peux voir d'un bon œil le fait qu'on passe de 91 à 117 en me disant que peut-être moi je peux trouver pour moi dedans. Tu comprends? C'est-à-dire que les politiciens, c'est pas des séminaristes, hein. Chacun regarde son là de son côté. Voilà, donc du coup, il y a une certaine, on va dire, c'est pour ça que je dis qu'il y a une certaine, un certain consensus, mais aujourd'hui c'est documenté, on a sur la table les propositions des partis politiques avec le nombre de députés. Finalement, est-ce qu'il vous reviendra, vous, les députés, de trancher cette affaire, ou bien le gouvernement a donné... Non, le gouvernement envoie un texte, bon, comme c'est pas encore étudié en commission, je suis tenu à ne pas en parler. Le gouvernement envoie donc une proposition, un projet de loi organique. Au niveau des députés, l'Assemblée nationale souveraine. Donc du coup, elle va étudier, faire des propositions, mais bon, de vous à moi. Souveraine? C'est pour ça que je voulais dire. Comme de vous à moi, gouvernement et majorité de l'Assemblée nationale, c'est la même chose. La même chose. Bon, mais on a vu des fois dans ce pays à plusieurs reprises que le gouvernement envoie des textes qui sont retoqués par l'Assemblée nationale. D'accord, mais toujours est-il que le nombre de députés sera revu soit à la hausse ou bien le statut quo. Aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire que soit statut quo, soit à la hausse, c'est le jour où vous verrez à l'Assemblée nationale en plénière adopter donc ce projet de loi organique, et là on pourra dire, et moi-même je pourrais revenir ici pour vous dire, dorénavant au Togo il y aura 117, mais personnellement moi je trouve que 117 à supposer que la proposition de 117 députés soit actée et votée ou adoptée par le Parlement, les parlementaires que vous êtes, est-ce que tout le monde aura quand même une place d'une manière aisée là-bas à l'Assemblée nationale, au regard de la Constitution? D'abord par rapport au nombre de sièges, on est largement, on a je pense 250 sièges au niveau de la plénière. Par rapport au nombre de bureaux, c'est beaucoup moins, mais il y a un bâtiment qui est en train d'être construit, donc je pense que sur les questions logistiques, le seul problème qui va se poser, c'est que nous avons voté un budget sur l'estimation de 91 députés. Bah oui, mais quand vous votez le budget... Ah oui, vous avez voté le budget. On peut dire un collectif budgétaire, bien entendu. Mais c'est vrai que le budget que nous avons voté, d'abord puisque l'Assemblée nationale vote son budget avant le budget général. Voilà. Donc du coup, ce que nous avons voté, c'est sur la base de 91 députés. Bon, si vous ajoutez 26, ça fait quasiment un tiers que vous ajoutez. Le collectif, il va être quand même un peu solide, parce que c'est pas 2 ou 3 députés, quoi. C'est-à-dire que entre la 3e et la 4e législature, entre la 4e et la 5e législature, on avait fait 81. À 91, ça allait encore, ça se gérait, 10 députés de plus. Mais là, c'est 26, quoi, mon frère.
C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, Voilà. beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses. Alors, monsieur Jerry Tamam, somme toute, chaque état-major des formations politiques se prépare pour les législatives à venir. Combiné au régional. Ah oui, formation par ici, mobilisation par là, sensibilisation, distribution, etc., etc. Le net, on vous a vu distribuer des casques aux conducteurs de moto. Alors, quelle était l'idée derrière? Bon, deux choses. La première, c'est que ces casques-là, c'est le transport qui nous a tués parce que ces casques auraient dû être disponibles fin novembre. Pour une raison très simple, c'est que les accidents, souvent, c'est au mois de décembre. Donc, sur notre estimation, depuis le mois de... J'ai lancé la commande au mois de août, après notre congrès. Mais, si vous l'avez remarqué, ce n'est pas le député Jerry Tamam, ce n'est pas le président du net, mais c'est le président de la fondation GETAC. La fondation GETAC, c'est une fondation que j'ai mise en place pour améliorer les conditions des jeunes. Ah, fondation Jerry Tamam commandant. Voilà, c'est une fondation qui existe depuis 4 ans. Et c'est, si vous voyez même sur les casques, c'est le nom qui est mis. Donc ce n'est pas l'acteur politique, mais c'est beaucoup plus le motard. Tout le monde le sait au Togo, je suis un motard, j'adore les motos, je fais de la moto. Et il n'y a rien de plus grave que de faire la moto sans le casque. Parce que vous savez, quand vous êtes en voiture, quand vous avez un accident, c'est la carrosserie. Mais quand vous êtes en moto, quand vous avez un accident, c'est vous-même la carrosserie. Et aujourd'hui, quand vous prenez les statistiques que le gouvernement nous donne à la fin de chaque année, le plus grand nombre d'accidents implique les motocyclistes. Oui, oui. Et la plupart des décès sont liés au port, au non-port du casque. Donc c'est beaucoup plus le motard qui est soucieux d'aider, de contribuer à sauver des vies, qui s'est dit, ben écoutez, voilà, je suis un motard, j'ai peut-être un peu plus de moyens que d'autres personnes, donc je vais acheter des casques pour offrir, ça peut peut-être inspirer d'autres personnes qui ont plus de moyens. C'est pas si vous voyez où mon regard ça va. Voilà, au lieu peut-être de garder les sous dans les maisons, dans les banques, ainsi de suite, on peut aujourd'hui décider d'accompagner nos compatriotes parce que dès qu'on a rendu le casque passager obligatoire, aujourd'hui, vous voyez beaucoup de nos compatriotes qui se promènent avec un casque, les casques sont devenus des sacoches, mais les prix des casques se sont envolés. Donc, donner 500 casques, au fait, c'est 700 casques qui sont... Et face à tout cela, les députés étaient restés muets. Bah oui, ah oui, ben pourquoi se muer dans un... Non, moi, j'ai pas été mieux. Je suis même le seul à avoir interpellé le ministre des Transports. Je peux vous mettre je peux vous envoyer l'interpellation en demandant, vous demandez aux populations, mais qui des mesures d'accompagnement sur le coût des casques. Aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas de casques pour enfants. Voilà. Imaginez, les enfants doivent aller à l'école. Il n'y a pas de casque pour enfants. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ne pas mettre en place un système peut-être de subvention au niveau des gros fournisseurs de casques pour que les casques soient vendus par exemple à 3 000 francs? Vous comprenez? C'est possible? Ben, l'État peut subventionner, on subventionne l'engrais, plein de trucs comme vous subventionner. Maintenant, il faut que nous soyons en vie avant de pouvoir conduire notre moteur. Voilà, donc c'est une façon, on dirait, de répondre. Parce que la différence peut-être entre moi en tant qu'acteur politique et beaucoup de personnes, c'est que nous, on ne se contente pas de parler. Il y a beaucoup de personnes qui disent, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, l'État doit faire ça. C'est bien. Mais à la fin de la journée, c'est quelqu'un qui tombe et qui se casse la tête. Donc, 500 cas vous quittez l'étape de parler tout le temps. Ben oui. Et en allant sur le terrain du concret, ben oui. et en offrant des choses. Ben oui, c'est ça qui est vrai. 500 casques. 700. Il y a 500 à Lomé et 700 à l'intérieur du pays. Oui, ben, je suis un garçon qui pense à notre population. Waouh. Et quel a été je dirais bien l'expression des visages quand vous leur remettez les casques là, gratuitement, bien contre encadrement honnête? Non, ben je le dis encore, c'est pas le maître, c'est pas le député, c'est GETAC qui a offert les casques. Mais c'était une manière pour vous de demander aux gens de venir se faire encadrer peut-être. Non, en plus, il y a deux choses que je dois dire. La première, c'est que nous avons distribué ces casques-là aux militants. Je rappelle qu'en que nous avons eu 15 000 voix lors de la dernière élection au Togo. Nous avons un député de nous dans le Grand Lomé, ainsi de suite. Donc, nous aurions pu dire, ben, on appelle nos militants, on leur donne. Non, on s'est adressé aux syndicats des aides dans les communes, dans les 13 communes, en disant, faites-nous une liste. Donc, à la limite, les gens à qui on donne les casques, moi, honnêtement, ils ne savent pas de quel parti politique ils sont. Vous les connaissez? Je ne les connais pas. Et puis, c'est tant mieux d'ailleurs, parce que, ben, en fait, l'idée, c'est pas une action politique, je rappelle encore. Donc, aucune visée électoraliste. Je rappelle encore, ça c'est le deuxième élément, c'est que nous avons des élections, pas présidentielles, mais des élections législatives. Et moi, je suis député de l'Est Mono. Donc, si c'était un objectif politique,
électoraliste, pourquoi je viendrais distribuer les casques à l'ONU alors que, ben, en fait, j'ai Oui, bien sûr, mais surtout dans l'Est Mono, il y a 7 cantons dans l'Est Mono, j'aurais pris les 700 casques. Et honnêtement, si j'arrive à distribuer 100 casques par canton dans l'Est Mono, je peux espérer... quand même... Oui, ben 700 casques dans l'Est Mono, je pense que peut-être même je cours tous les motocyclistes de la préfecture. Ah, oui. Donc c'est honnêtement, quand j'entends les gens, c'est là qu'on peut dire, mais moi je dois être donc le politicien le plus bête. Parce que je prends 700 casques, soit j'attends même la veille des élections. Et vous distribuez 7 cantons, et puis vous auriez pu couvrir toute la préfecture. Je te fais une caravane de 700 motos avec les gens, des nets, voter trucs, et puis je suis tranquille. Mais vous l'avez fait. Non, mais pour sauver des vies. vous savez, la vie d'un politicien ne se résume pas à la politique. Je suis un citoyen de ce pays, je vis les difficultés de ce pays, je vis les difficultés des jeunes. J'ai énormément entrepris des actions à l'endroit des jeunes. J'ai lancé il y a de cela 2 ans un concours qui s'appelait Micro-Projet Challenge, où j'ai financé à hauteur de 100 000 francs des jeunes porteurs de projets. Quand tu fais ça, tu ne cherches pas à savoir qui est unique. Vous aviez même installé des lampadaires. J'ai installé des lampadaires. J'ai renouvelé pour une valeur de 7 millions le CG de Nicolas-Pouet. Pour une valeur de 7 millions le CG de Nicolas-Pouet. Ça en 2018. Ben, honnêtement, qui vote pour moi, Nicolas? Qui vote pour moi? Mais j'avais été interpellé, l'établissement était dans la première maintenant il a été fermé, était dans un état de délabrement. Donc, l'établissement que vous avez couvert, oui, disons, les bâtiments que vous avez couverts à l'époque, c'est l'établissement qui est fermé. Bah oui, parce que l'établissement est dans un état de délabrement terrible. Les enfants se font mordre par les serpents toute la journée parce que il y a une situation de délabrement compliqué. Moi, sur les 6 bâtiments, j'en avais rénové 2 et j'avais fait, je pense, 100 bancs ou bien 150 bancs, je ne me rappelle plus. Mais c'était une goutte d'eau dans la mer. Donc, résultat, c'est pour ça même, pour prouver vraiment que j'avais raison, ben, on a fini par fermer l'établissement qu'il faut complètement renouveler. Donc voilà, c'est qu'il y a des actions qu'on fait. Si je ne regardais que le côté électoraliste, qu'est-ce que je vais aller faire à renouveler un établissement voilà. On peut être celui de nos compatriotes. Mais quand même, vous préparez pour les prochaines législatives. Il faut que je revienne à l'Assemblée là. Aussi. Vous devez revenir à l'Assemblée. Attends, nous avons été le parti politique le plus actif, nous avons été l'un des députés. Je rappelle quand même qu'en scène. Mais la bataille sera très rude, mais serrée. Comme avez-vous conscience? Oui, mais comme à toutes les échéances politiques. Attendez, vous ne rentrez pas en politique pour qu'on vous dresse sur le tapis rouge. Non, mais c'est normal. Mais en 2018, le 20 décembre, c'était quand même les gros morceaux. Non, étaient absents. En fait, en réalité, ne regardez pas 2018, regardez 2019. Parce que si aujourd'hui nous voulons regarder le poids des partis politiques, c'est 2019, les élections locales. Parce que tout le monde y a pris pas. Et tout le monde est après. Aujourd'hui, au résultat, qu'est-ce que vous avez au niveau des partis de l'opposition? Premier parti de l'opposition, au niveau du nombre de conseillers, ANC, 129. Deuxième, IFC, 44. Troisième, net, 33. C'est ça la réalité. Oui, mais en fait, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que on a beau dire, j'ai entendu les gens dire que c'est parce que certaines personnes ne sont pas allées en 2018 que le net est... Mais non, la réalité, c'est les résultats des élections locales où tout le monde était là, tout le monde avait les yeux dans l'affaire. Et quand vous regardez le résultat à la fin de la journée, c'est que le net est le 3e parti politique de l'opposition. C'est ça la vérité. C'est ça que les gens ne veulent pas dire. On dit, ouais, mais Djerita Mah, c'est sa femme, ses enfants, et tout. Donc moi, il doit être un polygame avec peut-être 5000 femmes et 100 000 enfants. 100 000 enfants. Même Salomon n'en avait pas 5000. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire que les gens... Il y a des partis au Togo qui sont des partis traditionnels, qui ont connu leur instant de gloire, mais les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, nous sommes l'avenir des partis politiques de l'opposition au Togo, que les gens le veulent ou non. Vous êtes l'avenir des partis politiques de l'opposition. Et pourquoi vous accommoder pour dire ça? C'est ce qu'il dit. 129, 44, 33. 129, 44, la force militante. C'est ça. On ne pas dire un pays en développement. 2030, c'est nous. Point. Ça, c'est écrit dans les livres. C'est que bon, les gens ne veulent pas le faire. Écrit dans les livres. C'est tout. Dans quel livre? Donc, regardez ça. Je sais que tu es jeune comme moi. Oui. Donc, 2030, tu m'appelleras monsieur le président de la République. Je te dirai, tu avais dit ça, non. C'est pas fini. Aussi simple que ça. Mais c'est bien quand même d'avoir des ambitions et de déclarer quand même des choses positives sur sa vie. Bien sûr. Ah oui, c'est une ambition politique et c'est tout à fait normal. Qui va se réaliser par la grâce de Dieu.
En tout cas, vos militants diront amen. Alors, M. Jerry Tama, nous voyons que le président togolais Faure Gnassingbé est très actif ces dernières années, disons ces derniers temps, en matière de médiation au plan régional. Et voilà que par rapport au problème entre le Niger et la CEDEAO, c'est lui qui essaie de décanter tant bien que mal la situation avec la libération lundi du fils de Mohamed Bazoum. Salem Bazoum, 22 ans, aussitôt libéré, il est actuellement à Lomé. Un grand coup diplomatique? Non, vous savez, le Togo a la tradition de sa diplomatie, que ce soit à l'époque du général Yadema et aujourd'hui à l'époque de M. Faure Gnassingbé. Il n'y a rien de nouveau. Et puis je rappelle aujourd'hui que dans la sous-région, notre président fait partie quand des doyens. Oui. Et donc il a ce rôle traditionnel. Et je pense qu'il a compris aussi que sur certaines questions, on va dire idéologiques, il n'y a pas intérêt à prendre une position radicale. C'est ce qu'il a fait, il s'est toujours démarqué de la position de la CEDEAO qui parfois me paraît... La position va en guerre. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, je pense qu'il tire le bénéfice de ça. Mais bon, vous savez, moi j'ai toujours une position par rapport à la prise de pouvoir des militaires, que ce soit dans ces trois pays. Parce que aujourd'hui, que le fils Bazoum soit libéré, c'est une bonne chose. Bon, pour lui, pas pour le peuple togolais, à la limite, nous on s'en fout. Qu'il soit. Vous avez fait tout à l'heure un élément sur les femmes du marché. Vous allez dire à une femme qui est en train de chercher à vendre dans le marché. On va y arriver tout à l'heure. Honnêtement, cette dame-là, vous avez remarqué que cette année, le 31 et le 1er, il n'y a pas eu fête du tout à Lomé, parce que c'est très difficile pour tout le monde. Donc, ne croyez pas que les Togolais vont commencer à dire bravo, on a libéré le fils Bazoum, quoi. Ok, c'est bien pour la démocratie togolaise, pour une bonne partie de la population. On a suivi, point. Voilà, c'est tout, c'est bien, mais honnêtement, nous, on veut manger 3 fois par jour, quoi. Et justement, vous-même, vous êtes à Agoué. Et le 21, c'était le jeudi, 21 décembre, la nuit, voilà, un grand incendie a encore ravagé le marché d'Agoué à Sieye. Il semblerait que vous avez fait le déplacement des lieux. C'est Jerry Tama, c'est vrai que maintenant tout porte à croire comme si les gens oublient, mais à écouter ce que Ernestine est allé constater la dernière fois. Et hier, les femmes, elles disent qu'elles sont frappées, touchées à zébrure rouge par cet incendie-là qui a détruit leurs activités. Alors, qu'avez-vous dit quand vous étiez parti là-bas? Mais avant de nous répondre, on va marquer la pause pour quelques minutes. Okay. C'est tout la dernière fois. Vous avez fait le déplacement des lieux. Qu'avez-vous constaté? Qu'est-ce qu'elles vous ont confié? Non, il y a 3 choses. La première, c'est qu'on n'a pas tiré les leçons des 2 précédents incendies. C'est-à-dire qu'on n'a pris absolument aucune mesure pour sécuriser les sites des marchés. Je suis sûr qu'actuellement, au moment où j'ai entendu vous parler, beaucoup de grands marchés au Togo sont aussi sensibles aux mêmes causes, que ce soit criminel ou pas. C'est que dès que l'incendie part, on n'a aucun moyen pour l'arrêter. Et j'ai vu les photos des dégâts. Ce qui est c'est que les femmes ont tout perdu. Et aujourd'hui, ce que les femmes disent, elles ne sont pas dans le fatalisme ou dans la désespérance. Elles disent, écoutez, ce qui s'est passé, c'est passé, c'est arrivé. Maintenant, on veut pouvoir reprendre nos activités. Et pour cela, il y a 3 conditions. On veut avoir de la place, premier élément. On veut pouvoir trouver des fonds pour redémarrer notre activité. Et on souhaiterait au minimum que les organismes financiers avec lesquels nous sommes donc en crédit, puissent seulement nous donner un moratoire. C'est la 3 choses. C'est pas compliqué. J'étais amené à payer, à rembourser peut-être 100 000 francs par mois. Pardon, dites à la truc, donnez-nous un moratoire d'1 année, 2 années, pour que, voilà, parce que là, je n'ai même pas de quoi payer. Mais tous les stocks que j'ai fait, puisque je rappelle quand même que l'incendie est arrivé à la veille des fêtes de fin d'année, et que donc cette bonne dame avait fait des stocks pour la fête de fin d'année. Donc tout ce qu'on a fait, on n'en a plus. Il faut qu'on relance notre activité, donc il faut qu'on trouve des moyens. Et donc, le 3e point, comme je l'ai dit, qu'on trouve des trucs. À ce jour, au moment où je vous parle, aucune de ces 3 mesures n'a concrètement été respectée. Oui, mais en tout temps, le gouvernement a annoncé quand même y travailler. Oui, j'arrive. C'est-à-dire qu'on a, premier élément, la place.
on a mis le nouveau site Togo Grain là-bas. En fait, on avait évalué qu'il y a à peu près 6 000 femmes aujourd'hui. Togo Grain difficilement absorbe 2000 places. Ben, il y a 2 autres marchés, Sogo Sito, Djemblé, qui ont été retenus, mais ben, c'est des marchés déjà qui étaient déjà faits, donc encombrés. Maintenant aller trouver de la place, c'est pas facile, difficile. Sans compter que vous avez votre fonds de commerce. Que quelqu'un qui a venu acheter chez vous à Agoué, c'est pas évident qu'il se lève. Et certaines femmes ont préféré l'hôtel plein central. Ah oui, parce que chaque femme a sa clientèle. Si ma clientèle était à Agoué, ben, si je dis à la personne que je suis à Sogo Sito, pensez que la personne va prendre une voiture pour venir à Sogo Sito parce que pour mes beaux yeux. Donc il va trouver comme vous le dites, le gouvernement avait annoncé un certain nombre de mesures. Le vrai problème, c'est que nous le disions régulièrement, on a souvent un déficit de communication au niveau du gouvernement. Où est-ce qu'on en est sur ces 2 mesures qui étaient des mesures intéressantes, c'est-à-dire obtenir un moratoire sur le remboursement et ensuite obtenir des financements ou bien peut-être même de la subvention, pourquoi pas, pour que ces femmes puissent reprendre leur activité. Je ne dis pas que ça existe ou ça n'existe pas, j'en sais rien. Et puis nous n'avons aucune information. Voilà, c'est ça. Sauf s'il y a conseil des ministres, c'est les qu'en ce moment-là, et on diffuse le message sur la télévision nationale, et bon, ça s'arrête. Voilà. Pour moi, je pense qu'à l'issue de ce drame-là, on aurait dû désigner ou nommer quelqu'un, une sorte de coordinateur plutôt, pour travailler avec les groupements de femmes. Oui, mais pourquoi vous, en tant que député, puisque quoi qu'on dise, ce sont ces femmes d'abord. Madame Memouna, tu l'avais dit que c'est notre fief et nous n'avons aucun intérêt, etc., etc. Alors, ça, il faut laisser ça. Non, je l'ai de côté. Maintenant, la question est de savoir, vous les députés, ce sont ces bonnes dames-là qui vous ont aussi mandaté à aller les représenter là-bas. Bien sûr. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a pu faire? Avez-vous du moins tenu une réunion pour pouvoir parler de cette situation et disséquer, aller à fond de ce problème? Je suis le seul député à avoir évoqué cette question-là lors de la vote du vote de la loi des finances, en disant qu'il était une sorte d'impérieuse nécessité. Je m'adressais au gouvernement à travers le ministre des Finances, qui avait une impérieuse nécessité à tirer une leçon et à prendre des mesures adaptées, rapides. Et à l'époque, la réponse m'avait été donnée en disant, écoutez, voilà, c'est un drame national, on est très préoccupé, et le gouvernement en réflexion. Durant les 5 ans, excusez-moi, tu peux croire que au niveau de l'Assemblée, l'animation n'était pas comme de par le passé avec les anciennes législatures. Si vous êtes ceux qui animent le débat de l'Assemblée nationale dans cette législature-là, après nous serons peut-être 10 ou bien 15 ans. C'est faux chiffre que vous m'avez donné à l'époque. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas comparer, puisque je n'étais pas à la 5e législature, mais il faut reconnaître que la productivité parlementaire aurait pu être meilleure si peut-être, nous venons de le dire, les gens n'étaient pas souvent embrouillés dans des attitudes de réserve. Je ne peux pas donner les statistiques exactes parce que d'abord, on ne peut pas que selon nos sources, vous ne dépasseriez pas peut-être 20. J'en sais rien. Sur les 5 ans. J'en sais rien, mais c'est pas d'accord parce que les médias concernant les activités parlementaires, ce ne sont que sur les médias. Ça, je dois vous le citer clairement et de manière la plus simple possible. Monsieur Jerry Tama, Monsieur Sénat Lévi, Monsieur Innocent Kabara. Depuis que vous avez été élu en décembre jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore souvenance ici des députés de la majorité parlementaire soit allés sur un média pour nous dire ce qu'ils sont allés faire au nom du peuple qui les a mandatés. Ça, je le déplore, je suis parfaitement d'accord. Il n'y a pas de débat contradictoire normal ici du vote d'une loi. Des députés de sensibilités différentes, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Donc on va se retrouver sur les médias pour expliquer d'abord le choix et pour expliquer la loi, parce que en fait les députés ont un devoir de communication. Bien sûr. Bon, ça n'existe pas. Vous avez cité 3 noms, je suis dedans. Ah oui, oui, franchement. La preuve, vous avez dit en début d'émission que je réponds chaque fois. Ah oui, que nous vous sollicitons. Vous êtes une radio, vous n'êtes pas une télévision, mais je suis arrivé ici avec une béquille. Vous êtes arrivé avec une béquille. La béquille est juste à côté de vous là-bas. Donc voilà, je considère que... Et les gens qui sont sur Facebook là, ils sont en train de regarder votre béquille. Oh non, mais s'il vous plaît. donc bon, maintenant après on le déplore. C'est cette absence de débat contradictoire qui n'encourage pas la démocratie dans notre pays. J'espère que la prochaine législature, que je en tout cas, mais toujours sur Victoire FM, nous avons bon souvenir que quand l'ancien ministre Christophe Tchaou était président du groupe parlementaire,
comment les députés défilaient ici et nous les recevions à tout bout de champ. Mais quand même. Non, c'est la réalité. Le journaliste me dit que ce qui est constitue un fait tangible. Tu as créé des problèmes aux gens ici. Ah oui, mais c'est quand même ça la réalité, s'il vous plaît. Moi, l'essentiel, je me contente de ma position. Je fais partie de ceux qui communiquent. Ça me va. Mais quand même, par rapport au drame que les gens ont vécu, les femmes, les commerçantes et les commerçants ont vécu, il y a eu une enquête. Et l'enquête finalement conclut que le feu serait parti d'un court-circuit à cause des installations anarchiques, toile d'araignée. Toile d'araignée dans un marché. Alors que le grand marché de Lomé, le grand marché de Kara avaient entre-temps été brûlés. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas tiré la leçon. Il y a une promiscuité dans ces marchés-là. Si vous êtes une fois allé au marché d'Agoué, en fait, les stands sont collés les uns aux autres. Et c'est un marché où, c'est pas comme certains marchés ouverts où les gens viennent avec leurs marchandises et repartent avec. C'est un marché où les gens stockent leurs marchandises. Donc, pour une fois, on a quand même des résultats d'enquête qui sortent avec une célérité. Je ne sais pas si c'est la marque du procureur actuel ou alors c'est une nouvelle procédure, mais je salue. Je ne fais pas de la théorie du complot parce que c'est plausible que ce soit un court-circuit. Moi, je suis un entre guillemets expert en sécurité incendie. Il suffit qu'un feu parte comme ça et par sympathie va se répandre et à partir d'un certain niveau on ne peut plus l'arrêter. Les flammes étaient très voilà, en réalité parfois j'entends les gens critiquer les sapeurs-pompiers, mais à partir d'un certain moment quand les sapeurs-pompiers arrivent, ce qu'ils font c'est éviter que le feu n'aille plus loin. Vous savez par exemple qu'il y a 2 stations d'essence à côté, donc quand ils arrivent, ce qu'ils vont, c'est qu'ils vont humidifier les parties qui n'ont pas encore été brûlées pour éviter que le feu se propage. Après on dit ouais mais ils sont arrivés, ils n'ont rien fait, ou bien ils sont arrivés, il n'y a pas d'eau dans leur citerne, mais vous savez une citerne d'un camion de sapeur-pompier c'est 50 000 litres. Quand vous ouvrez... Et voilà que nous n'avons même pas de bouche d'incendie. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de bouche d'incendie, donc quand il arrive, il ouvre, on n'a rien de temps, c'est fini. Et il faut qu'il retourne ailleurs pour aller se charger pour revenir. On a beaucoup de problèmes. Alors nous n'avons même pas une lagune ou bien une rivière. Même celle-là, il faut qu'il y ait des pompes pour pouvoir, voilà, parce que vous n'avez pas... remplir le réserve. Il faut des pompes très puissantes pour remplir les citernes. 92 02 80 63 99 70 70 90. Madame, monsieur, vous voudrez bien sûr participer au débat avec nous ce matin. Vous êtes le bienvenu et notre invité est disposé à apporter des éléments de réponse à votre préoccupation. Et nous avons déjà en ligne avec nous le premier auditeur qui se signale au bout du fil. Allô. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, c'est monsieur Pelé. D'accord, la question. Monsieur Pelé, bonjour. Ok. Bon, moi, ma préoccupation, c'est la préoccupation. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que l'Assemblée nationale, il est en train de faire 5 ans, ou bien vous avez déjà fait 5 ans. On a fini 5 ans, mon frère. On a fini 5 ans. Oui, c'est ça. Même dans le ministre, aujourd'hui, vous n'avez aucun pouvoir de voir comment le marché de grand marché qui a été brûlé. C'est-à-dire toutes les enquêtes ont été faites. Et on a beaucoup de choses. Pourquoi les gens sont toujours aujourd'hui sous le mandat de décès et que les autres marchés se brûlent encore, on ne peut pas. C'est-à-dire ce qui arrive, c'est-à-dire le fait même de tout brûler ce marché-là, on arrive même à faire ce constat-là. D'accord. Au niveau de l'Assemblée, vous ne pouvez pas créer une enquête parlementaire pour déterminer réellement ce qui se passe. Bien noté, cher ami. Bien noté, cher ami Pelé. Alors, l'évangéliste Senghor, bonjour. Oui, je sais, bonjour. Oui. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Merveilleux à vous aussi, évangéliste. Ah, mes félicitations pour vos sorties là, la santé. Merci beaucoup, merci. Bon, je voudrais m'intéresser sur le décès du prélat là. Bon, monsieur prélat, ça me montre le monsieur Jeritama. Bon, est-ce que ce n'est pas comme vous, le politicien togolais, qui ont refusé que ce monsieur soit de retour dans son pays natal? Pourquoi je dis ça, monsieur Jeritama? Le prélat, Monseigneur Koduro, a besoin de quelle voiture, quelle jet pour conduire? Ou ni dans quelle maison dont le vieux a besoin de rester.
si ce n'est pas pour chercher le bien de la population togolaise. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays dans le monde entier qui soutient pas les Togolais. Monsieur Yeritama, mais le jour de son décès, vous, l'opposition, vous serez en cravate et autres, vous êtes devant pour présenter les félicitations. Il a fait ceci. Est-ce que c'est normal? Je vous remercie beaucoup. Bien noté, cher ami. Nous avons M. Komi. Bonjour. Bonjour. Oui. Ça m'a un peu fait fort d'eau quand je sais que vous êtes avec des béquilles à l'émission. Donc, vous vous adressez à l'honorable. Oui, une santé de fer. Merci beaucoup. Oui. Maintenant, allons l'essentiel. Et notre préoccupation, la question de la meule qui circule là. Qu'on nous dit que déjà au 1er janvier, nous devons être assurés avec la CNSS, patati patatra. Vous, en tant que député, qu'en est-il exactement? Parce que sur le terrain, c'est du status quo. Deuxième préoccupation, vous le dites si bien que ce n'est pas une propagande électoraliste, mais je trouverais que quand vous donnez à Lomé, vous avez plus de visibilité à l'intérieur et que ça peut être une déduction pour une élection prochaine. Là, vous parlez des casques. Une deuxième lecture, vous pouvez aussi rendre aigris ceux qui sont à l'intérieur parce que peut-être c'est votre électorat que vous ne leur avez pas donné. Pourquoi vous êtes à l'Assemblée, vous ne votez pas une loi pour obliger les sociétés de vendeurs de motos à permettre à chaque citoyen de revenir avec 2 casques par moto, simple comme ça, pour qu'on puisse dire que bravo, député, vous avez lutté pour tout le monde. D'accord. Bien noté, cher ami. Combien nous accueillons le 4e intervenant qui est en ligne avec nous, c'est Martial. Bonjour Martial. Bonjour monsieur Yassine. Oui, notre invité vous écoute. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Heureuse année à vous. Merci, bonne année aussi. En fait, tout à l'heure, on parlait de l'honorable Maïmouna Ibrahima et vous avez délaissé ce... Nous n'avons pas parlé, c'est juste... voilà. Oui, je comprends. En fait, vous savez, monsieur le député, est-ce que vous croyez que l'État Togo serait un État de droit, un État de droit? Et que, après avoir tenu de tels propos, est-ce que cette dame serait encore libre? Non, alors, s'il vous plaît, nous ne parlons pas de ce sujet ce matin, s'il vous plaît. Nous ne parlons pas de ce sujet. C'était juste une parenthèse qui avait ouverte. Alors, si vous avez une autre préoccupation, ce serait la bienvenue. Petite question. Oui. C'est concernant le marché d'affaires. Et est-ce que M. Yeritama croit vraiment à ce que le procureur adhère comme résultat de l'enquête? D'accord. Est-ce que vous croyez au résultat de l'enquête, M. Yeritama? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit c'est plausible. Oui. C'est-à-dire que... Mais pour ne pas être complotiste... Oui, c'est-à-dire que par rapport à la configuration du marché d'Agoé, si vous avez un coup circuit même dans une petite pièce qui n'est pas détectée à temps, une fois que le feu a pris peut-être 1/10 du marché, toutes les marchandises sont coincées les unes contre les autres. Ça s'appelle par sympathie, le feu va s'étendre. Et si l'intervention n'arrive pas à un certain moment, après c'est trop tard. On a vu des incendies gigantesques dans beaucoup de pays en Europe. C'est pas comme s'il manquait des sapeurs-pompiers à ce niveau. Donc je dis c'est plausible. Je dis pas que c'est la cause, j'en sais rien. Je n'ai pas fait les enquêtes. Mais c'est ce que l'enquêteur a dit. Voilà, le procureur dit c'est incendie, je dis c'est plausible. Ça peut être un incendie d'origine criminelle, j'en sais absolument rien. Mais pour le moment, le procureur a dit c'est un accident, bon disons c'est un coup-circuit qui serait à la base de cet incendie. Et moi je dis c'est plausible tout simplement. Mais quand même nos marchés doit-on laisser nos marchés comme ça être là et que ce soit les toiles d'araignée qui alimentent en électricité les marchés. C'est pour ça que je dis qu'à l'issue des 2 premiers incendies, on n'a pas fait le point. Aujourd'hui, demain, la même chose peut se passer dans un autre marché et on aura exactement les mêmes conséquences. Et voilà que par rapport aux anciens marchés brûlés, des gens sont toujours sous contrôle judiciaire et pourtant les marchés continuent par être décimés. Ceci fait partie des recommandations de CNAP. Nous avions dit que c'est intolérable que quasiment 10 ans plus tard, des gens continuent à être sous contrôle judiciaire sur ces incidents-là et qu'il fallait soit abandonner ou passer au procès. Et la réponse a été... On nous avait dit que ça allait être vu avec le ministère de la Justice, mais pour le moment ça traîne.
Sinon, on avait dit soit vous abandonnez parce qu'au bout de 13 ans, si vous ne faites pas l'instruction, ça n'a pas de sens. Ou bien alors vous dites, on a tous les éléments, on passe au procès. Mais cette situation hybride-là qui met une épée de Damoclès à la tête des gens, c'est inadmissible. Alors, une enquête parlementaire est envisageable pour le marché d'Agro. Non, mais en fait, le problème, c'est que l'enquête parlementaire va la plupart du temps compléter une insuffisance de l'instruction. J'ai dit tout à l'heure que sur, par exemple, ce qui s'est passé au marché de les conclusions de l'enquête, c'est plausible que ce soit un coup-circuit. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait faire une enquête parlementaire qui donc supposerait que nous sommes opposés aux conclusions alors que nous n'avons aucun élément de douter de ces conclusions? D'accord. L'opposition n'aurait pas quand même joué son rôle en tant que tel pour que le vieux prélat revienne au pays, au bercail, mais vous, serez-vous à même d'aller lui rendre un dernier hommage? Non, il ne faut pas le dire, parce que c'est vrai que vers la fin de sa vie, Monseigneur Kodjo a eu beaucoup peut-être de difficultés, avec même, assez curieusement, plus de responsables de l'opposition que du parti au pouvoir. Mais moi, je me souviens qu'il y a peut-être de cela 2 ou 3 mois, je m'étais inquiété de sa situation quand j'ai vu une vidéo où il était dans un couloir. Je me suis approché de certaines personnes qui m'ont dit que, en fait, le prélat considérait que les conditions ne s'étaient pas réunies pour qu'il rentre au Togo, puisque les raisons pour lesquelles il a quitté, ces raisons-là étaient toujours d'actualité. Donc je crois que, bon, je ne vais pas non plus jeter le pauvre sur les gens, mais ça ne sert à rien. Vous savez, quand vous mourrez, vous devenez bon pour tout le monde. Ah voilà. Quand on meurt, on devient bon pour tout le monde. On ne parle plus mal de vous. Voilà, alors, Amu, à partir de janvier, on l'a démarré, assurance maladie universelle. Qu'en est-il exactement? Ça, honnêtement, il faudra m'inviter à une autre émission parce que c'est un long débat. Mais il y a 2 choses que je dois dire. D'abord, l'AMU, c'est une bonne chose. Parce que ça permet aux Togolais de faire face aux risques sanitaires auxquels ils sont confrontés. Si l'AMU devient réalité au Togo, c'est que quand vous êtes malade, vous n'êtes pas obligé d'aller dépenser parce que quasiment la plupart des dépenses de nos compatriotes concernent les soins médicaux, que ce soit les soins ou bien les médicaments. Donc c'est une bonne chose. Celui qui a posé la question, ça va commencer qu'au mois d'avril. On a une période probatoire de 3 mois où on va encaisser les cotisations et ça a commencé au mois d'avril. Mais bon, je ne pense pas que au mois d'avril, ça sera effectif beaucoup plus pour les travailleurs du secteur privé et les fonctionnaires. Mais pour le reste, ça va être progressif et ça va mettre du temps. On avait d'autres propositions. Et on a appris déjà qu'au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, on a augmenté de 5% mesure pour laquelle je suis absolument opposé parce que c'est eux qui sont chargés d'encaisser. Mais quand on le fait, c'est en fait une sorte d'exonération qu'on leur fait. Parce que vous devez payer 5%, on vous augmente le salaire donc vous ne payez plus. Alors que nous savons tous au Togo que l'un des secteurs où on paye le mieux quand même c'est la caisse, ils sont bien payés là-bas. Et donc ils sont chargés de contrôler et d'encaisser. Et eux, on les exonère plus ou moins. De ces cotisations. Maintenant, les autres, les gens de l'INAM, les fonctionnaires, les travailleurs du secteur privé, qui vont augmenter le salaire à eux. Pour moi, je trouve que c'est pas une bonne mesure, je l'ai dénoncé. Maintenant, après, bon, sur le plan juridique, chaque chef d'entreprise, que la caisse fonctionne comme une caisse d'entreprise, elle est libre d'augmenter le salaire comme elle veut. Donc, il n'y a pas une faute juridique, mais pour moi... c'est une manière d'exonérer les employés, le personnel de la caisse. Sur le plan éthique, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord. Oui, les casques, vous les avez distribués en grand nombre, mais pour plus de visibilité. Pour les élections, peut-être pas dans les médias, mais vous êtes expliqué, mais quand même. Monsieur Joachim, si après avoir fait tout ça, ça me donne de la visibilité, je vais refuser. Non, c'est pas à moi de vous répondre. Bon, non, c'est lui qui a posé la question. Mais je rappelle encore que si je voulais faire un truc politique... Et il dit, et pourquoi ne pas voter une loi pour obliger les sociétés qui fournissent les motos pour le pays d'abord ça, c'est beaucoup... Pour qu'on offre 2 casques à chaque... D'abord ça, c'est beaucoup plus du décret. C'est plutôt un décret. Mais on ne peut pas légiférer sur tous les sujets. Nous sommes un État où on accepte le libéralisme. Donc, c'est beaucoup plus des syndicats de consommateurs, de conducteurs de motos qui peuvent prendre des mesures pour forcer ces personnes à donner des casques. On ne peut pas légiférer tout sur tout. Les gens ont l'impression que chaque fois que le Togolais se lève le matin, il y a un problème, il dit votez une loi. Non. Ça, si une mesure devait être, ça devait être de l'ordre réglementaire dans un décret. Mais bon, voilà, ça par exemple, c'est beaucoup plus... Et nous sommes à la fin de l'émission, mais est-ce que les élections auront réellement lieu avant fin
premier trimestre. Il y a une chose dont je suis certain, c'est que les élections auront lieu en 2024. Maintenant, à quand, à quelle date exactement, je ne sais rien. Donc mais, on peut vous donner encore un mandat bonus ou disons moi je veux qu'on aille rapidement aux élections pour passer à autre chose. Mais j'aimerais profiter de ce truc-là pour présenter mes voeux à tous les Togolais et puis apporter mon soutien encore à deux catégories de personnes, les femmes du marché de Bagoué et nos militaires qui nous défendent à la frontière nord du Togo. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Djerita Ma, d'être passé chez nous. Merci Haïté. Merci pour la coordination technique avec à vos côtés Terry Cordio et Claudia Dino. Moi je suis Joachim Gbetim. L'information, elle vous retrouve tout à l'heure sous le coup de 9h avec le duo NSI.